Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous décrypterons les évolutions récentes du cours de l'or avec François de Lassus, consultant pour Or en Cash. Nous reviendrons notamment sur la belle progression qu'a connue le cours de l'or jusqu'au milieu du mois d'avril et nous tenterons de comprendre effectivement ce qui a créé cette progression. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui reviendra sur des sujets plus réglementaires. Nous reviendrons sur la Retail Investment Strategy et nous nous demanderons concrètement ce qui attend la profession avec ce texte qui a vu plusieurs évolutions, notamment avec un sujet sur les rétrocessions qui a finalement été enlevé de la version actuelle du texte. Nous en parlerons plus en détail avec Sébastien Acedo, délégué général de Roham, mais aussi avec Nicolas Ducrot, directeur général de la CNCGP. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de retrouver Léonard Cohen, le président de Ginger AM, avec qui nous nous demanderons pourquoi est-ce qu'il faut encore privilégier l'investissement en actifs risqués. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous allons revenir sur les évolutions récentes du cours de l'or et notamment sur la belle progression qu'a connue cet actif jusqu'au milieu du mois d'avril. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François de Lassus. Bonjour François de Lassus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultant pour Or en Cash. Alors, le cours de l'or à l'heure actuelle temporise après la belle progression qu'il a connue sur les dernières semaines. Est-ce qu'on peut refaire la séquence ensemble et peut-être comprendre quels ont été les drivers qui ont tiré finalement le cours de l'or sur les dernières semaines? Avec plaisir. Tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est depuis le début de l'année, si on regarde l'évolution du cours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à en fait vendredi, on est à plus 10% en dollars et plus 4% en euros. D'accord. Très belle progression. Alors, ce dont vous me parliez, c'était cette accélération. Exactement, oui. Au mois d'avril, où il y a eu véritablement une hausse très rapide du cours de l'or, puisqu'on est passé de 2300 à 2400 dollars. C'est un des plus hauts qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et on s'est demandé un peu pourquoi cette hausse est arrivée. Alors bien sûr, il y avait toujours dans le contexte des tensions géopolitiques, avec la guerre en Ukraine, le problème du Moyen-Orient et la Palestine et Israël. Également, la demande continue des banques centrales pour l'or qui est très forte, qui est un élément important en termes de demande. Et puis il y a eu cette accélération. Donc les experts du marché de l'or ont cherché un peu à comprendre ce qui se passait. Bien sûr. Et alors, qu'ont-ils trouvé? Et ils ont trouvé. En fait, D'accord. ils ont trouvé, c'est que, et ça c'est intéressant, que lorsqu'on voudra voir dans le futur les facteurs qui poussent ou qui font baisser le cours de l'or, jusqu'à présent, les éléments énormes, si vous voulez, les plus importants, c'est bien entendu les marchés financiers américains, les taux d'intérêt, le dollar. Le dollar monte, généralement l'or baisse et vice-versa. Et là, on s'est aperçu qu'il y a eu une action assez forte d'acteurs sur les marchés financiers asiatiques, en particulier sur la bourse de Shanghai, des traders à court terme, qui ont fait un peu spéculer, on peut le dire, sur le cours de l'or, et ce qui fait qu'il y a eu cette accélération du cours. Et c'est pour ça qu'après, elle a été assez de courte durée, puisqu'on est passé de 2300 à 2400. Lundi suivant, les 2400, on s'est retrouvé à un peu en dessous de 2300. Bon, depuis, c'est remonté. Mais ça veut dire qu'il y a eu suffisamment de transactions à la bourse de Shanghai pour que c'est une influence sur le cours mondial de l'or? Il y a eu cela, c'est sûr. Il y a eu également, et il ne faut pas le négliger, en plus des traders à court terme, la demande chinoise. Des investisseurs chinois, et ça c'est sur du physique, et ça c'est important, puisque finalement, si on regarde le marché chinois, pour les investisseurs, en ce moment, ils n'ont pas grand-chose. Le marché immobilier n'est pas Bien sûr, n'est pas au beau fixe, les actions, c'est pas terrible. La devise, elle n'est pas très sûre. Donc, beaucoup d'investisseurs chinois se sont portés sur l'or. Donc ça, c'est des éléments importants. Mais ce qui était intéressant, c'est cette action des traders sur la bourse de Shanghai. Et finalement,
ils ont pris un peu du pouvoir des traders occidentaux. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que est-ce que ça suffit que... Enfin, on parle d'un seul pays, d'une seule bourse, et qui fait finalement bouger le cours de l'or mondial bouger, alors, comme je vous l'ai dit, oui, de manière déjà à court terme, mais ça fait une accélération sur les futurs et sur le court terme. Et puis depuis, on a repris, si vous voulez, le chemin normal du cours de l'or. Certains experts prévoient toujours 2500 dollars, hein, donc on est quand même sur un train très positif sur le cours de l'or, et puis demeure bien entendu les tensions géopolitiques, la demande des banques centrales qu'on a vue, et la demande d'or physique d'investissement par les investisseurs mondiaux. Même si en Europe, on a assisté au premier trimestre, si vous voulez, à une demande importante, en même temps, des gens qui ont voulu tirer profit de leur stock d'or, puisque le prix a augmenté fortement, donc ils ont voulu aussi liquider, alors que les pays asiatiques, généralement, lorsqu'il y a le prix augmente, les investisseurs sont très prudents, ils attendent des baisses pour... Et cette fois-ci, ils ont acheté. Voilà. Donc on a une inversion des comportements, ce qui est assez intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le poids que peut prendre finalement donc, la Chine, qui est considérée comme un pays émergent, sur l'actif or, finalement. La Chine, c'est quand même le premier producteur d'or du monde. D'accord. Bon, la Chine, ainsi que les banques centrales des pays émergents, dans une stratégie de dédollarisation, achètent beaucoup d'or. Hein, donc, ils étaient loin, si vous voulez, par rapport aux pays occidentaux. Mais donc, c'est clair que la Chine et les pays asiatiques, parce qu'on peut parler aussi du Vietnam, qui a de la Thaïlande, où l'or est un élément très important aussi d'actifs de refuge et d'actifs d'investissement. Pour résumer, donc, plusieurs experts anticipent jusqu'à donc un cours qui pourrait aller jusqu'à 2500 $. On explique cette accélération récente donc avec un épiphénomène qui est la spéculation qu'on a pu voir sur la bourse de Shanghai. Est-ce que ça doit nous donner des enseignements sur le comportement à avoir en tant qu'investisseur sur cet actif qui est l'or? Papier ou physique, hein, mais... Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez, les éléments fondamentaux demeurent. Hein. Donc, ce que je dis, les tensions géopolitiques. Il va y avoir peut-être un élément aussi qui va accélérer également, si vous voulez, l'achat d'or d'investissement par les Européens. Hein. C'est la possibilité de la baisse des taux d'intérêt. D'accord. Il ne faut pas l'oublier. Alors, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est vrai que les taux d'intérêt ne vont pas baisser. Alors, il y a un élément important à considérer pour les investisseurs, c'est il y a des risques de stagflation qui arrivent aux États-Unis. On est sur une croissance qui diminue avec une inflation qui est collante. Et ça a un impact sur le cours de l'or? Ben oui, parce que chaque fois qu'il y a eu des périodes de stagflation, et si tant est qu'il y en ait, ce qu'on n'espère pas bien entendu, l'or a toujours performé. Donc c'est un élément que les investisseurs doivent considérer. Merci beaucoup François Delassus de nous avoir décrypté un petit peu les rouages finalement de ce qui se passe derrière cette accélération récente donc, du cours de l'or. Je rappelle que vous êtes consultant pour Or en Cash. On n'aura pas beaucoup parlé d'or physique aujourd'hui, mais on en a parlé bien d'autres fois. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur une réglementation, sur un texte réglementaire au niveau européen qui a pu créer certaines angoisses au sein du monde des conseillers en gestion de patrimoine il y a quelques mois, beaucoup moins aujourd'hui. Je parle bien sûr de la RIS, la Retail Investment Strategy. Nous allons nous demander ensemble ce qui attend réellement la profession avec ce texte, sachant que ce texte avait un moment notamment remis en cause le modèle de rémunération d'un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine, au moins le modèle français. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Acedo. Tout d'abord, bonjour Sébastien Acedo. Bonjour Nicolas. Délégué général de Roham. Roham, donc une association qui regroupe 80 assureurs et notamment des assureurs mutualistes. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Nicolas Ducrot. Bonjour Nicolas Ducrot. Bonjour. Directeur général de la CNCGP, l'une des plus grosses associations de conseillers en gestion de patrimoine en France. Peut-être commencer avec vous rapidement, Sébastien Acedo, avant de vous passer la parole, Nicolas Ducrot. La Retail Investment Strategy, telle qu'elle a été portée donc, par Meredith McGuinness, avait fait peur, on peut le dire. Le sujet, c'était les rétrocommissions. C'était de supprimer purement et simplement les rétrocommissions, qui fait quand même partie d'un modèle de rémunération assez répandu en France aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez bien fait de le rappeler, c'était le projet un peu funeste de la commissaire Meredith McGuinness, il y a de ça plus d'un an, et qui avait fait couler beaucoup d'encre et qui menaçait purement et simplement la suppression, ce qu'on appelle le ban on commission, la suppression
des rémunérations sous forme de commission. Il faut savoir que c'est le modèle dominant du marché français. Elle s'inspirait beaucoup de ce qui se passait au Royaume-Uni, Bien sûr. aux Pays-Bas également, où le modèle est plutôt celui des honoraires. Elle souhaitait le généraliser à l'ensemble du marché de l'Union européenne. Et heureusement, fort heureusement, il y a une réaction à la fois des assureurs, des gestionnaires d'actifs, de toute la profession des intermédiaires, des distributeurs, le soutien de la Direction générale du Trésor, le soutien d'autres partenaires européens qui ont réussi à faire fléchir la position de Mairead McGuinness. Il restait une menace dans la première version du texte de la RIS, puisqu'on était passé d'une suppression totale à une suppression partielle. Bien sûr. Et heureusement, grâce au travail de l'eurodéputé Stéphanie Lyon-Courtin, qui était rapporteur du texte au Parlement européen, on a pu, fort heureusement, voir cette menace totalement écartée à l'issue du vote du 23 avril dernier. Donc, le sujet des rétrocommissions n'est plus à l'ordre du jour dans le texte et ne reviendra pas. C'est ce qu'il faut comprendre ou... Il faut être très méfiant. D'accord. Au milieu du parcours législatif, il ne faut pas oublier que les discussions se poursuivent également sous la présidence belge dans le cadre du Conseil de l'Union européenne. Il y a encore des discussions là tout le mois de mai. Il va y avoir ensuite un trilogue tripartite avec le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission exécutive, probablement à l'automne, après les élections européennes, qui pourront peut-être aussi jouer sur la coloration du texte. Il ne faut pas oublier que la gauche du Parlement européen, les socialistes et les écologistes étaient farouchement opposés au maintien des commissions. Donc la menace n'est pas totalement écartée. Le processus est encore long jusqu'à la transposition dans le droit français, dans le droit de chaque État de l'Union européenne, c'est-à-dire à horizon 2028 tout au mieux. Donc d'ici là, on a encore peut-être des surprises et il faut rester particulièrement vigilant. Nicolas Ducrot, le sujet des rétrocommissions n'est pas nouveau, il est régulièrement attaqué. On a quand même eu l'impression que cette fois-ci, avec la Retail Investment Strategy, ça a créé un peu plus d'angoisse quelque part en France parce que ça avait peut-être un tout petit peu plus de chances d'aboutir et finalement, ouf de soulagement pour l'instant, en tout cas, c'est sorti du texte. Oui, alors c'est vrai que ça a pu susciter l'interrogation parce qu'effectivement, on en parle depuis un moment de ce sujet des commissions. C'était déjà à l'ordre du jour sous MIF 1, MIF 2, dans DDA. Puis à chaque fois, le modèle a survécu. Il a survécu parce qu'on a été en capacité d'expliquer pourquoi ce modèle existait, pourquoi il allait encore exister, puis pourquoi surtout en France, la chance que les épargnants ont, c'est que leurs intermédiaires, leurs conseillers peuvent se faire rémunérer par le biais de commissions, mais également par le biais d'honoraires. Bien sûr. Ça, on a tendance à on a le choix entre les deux. Exactement, mais ça existe. Alors c'est vrai que quand on a vu apparaître cette interrogation de la part de la commissaire européenne, ça a créé beaucoup d'interrogations. Parce que forcément, on avait des craintes quant à une relecture opportuniste de la réglementation. Et puis finalement, on voit qu'on est plutôt dans une période de construction européenne. On n'est pas dans une création de loi, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, il faut en référer au Parlement, en référer au Conseil, en référer à la Commission. Et n'oublions pas qu'avec les élections du mois de juin, on va encore être amené à évoquer ces sujets-là qui sont... Alors, on parle beaucoup des commissions, mais il y a... Bien sûr. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en parler pendant... Alors, j'ai commencé effectivement par les commissions parce que c'est ce qui a le plus, à mon avis, titillé la profession. Mais aujourd'hui, Nicolas Ducrot, au global, qu'est-ce qui attend la profession en France avec le texte dans sa version actuelle, donc à savoir avec la suppression du sujet des rétrocommissions, avec un allègement du sujet value for money aussi, dont on peut dire un petit mot. Est-ce qu'on attend des grands bouleversements finalement ? Non, en fait, en tout cas au niveau de la Chambre, au niveau des adhérents, de nos adhérents, on n'attend pas vraiment de grands bouleversements parce que la logique, elle est somme toute assez simple. L'épargnant doit être conseillé dans la durée. Voilà. Et ce que font les conseillers en gestion de patrimoine, notamment parce qu'ils sont intermédiaires en assurance, qu'ils ont un devoir de conseil qui est obligatoire, parce qu'ils ont aussi le statut de CIF et ils sont obligés de formaliser leur devoir de conseil, et ça, ils ont déjà l'habitude de conseiller tout au long de la vie du produit le client. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, à ce niveau-là, on est relativement tranquille. Bon, on a encore, comme je vous le disais, comme vous le disiez, il y a encore le trilogue qui peut se prononcer, il y a encore l'étape, le chemin est très très long, mais en tout cas, maintenant, on a fait le travail à ce niveau-là. Et on pense que la trajectoire législative est désormais sur une bonne voie. Et on va faire en sorte qu'elle le reste.
On peut dire que ça devient un non-sujet pour le secteur français? Non, pas du tout. Ça va changer beaucoup de choses quand même au quotidien ou... Pour certains, pour ceux qui n'étaient pas au niveau, oui, ça va changer beaucoup de choses. D'accord. Mais en tout Ça cas, va rappeler pour nos adhérents, des fondamentaux. Voilà, en plus, nous, on a la chance, comme nous sommes agréés, une association agréée à la fois par l'autorité des marchés financiers et par la CPR, nous avons l'habitude d'aller contrôler nos adhérents une fois tous les 5 ans pour la partie CIF. Et désormais, une fois tous les 5 ans pour la partie intermédiation d'assurance. Donc, si, dans l'hypothèse où ils n'étaient pas au niveau, on est là pour les mettre au niveau. Je comprends. Oui. Sébastien Acedo. Oui. Alors, et pour compléter ce que disait très justement Nicolas, il ne faut pas penser aussi que cette réglementation, parce qu'on a supprimé la menace des commissions, c'est un soulagement, c'est un assouplissement du texte. Oui. Le texte introduit bien quand même quelques obligations nouvelles qui pèseront demain sur les intermédiaires. Alors pas aussi de façon aussi cataclysmique qu'une suppression des commissions, mais on va renforcer les obligations en matière de formation continue, on va y ajouter de la durabilité. La gouvernance produit des assureurs va être également renforcée. On va renforcer l'information précontractuelle. L'IPID, ce fameux document d'information clé, va être aussi revisité pour qu'on fasse mieux le distinguo entre ce qui relève de l'assurance vie et de l'assurance non-vie. Donc globalement, le texte fait quand même peser des obligations supplémentaires nouvelles qu'il faudra bien sûr intégrer une fois que le texte sera mis en place. Parce qu'il ne faut pas le rappeler non plus, l'objectif de base de la RIS, ça n'est pas les commissions, c'est de permettre aux Européens, aux citoyens européens, de permettre d'accéder au marché de l'investissement d'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr. 70%, 7 citoyens européens sur 10 n'y ont pas accès, avec une information claire et transparente. Ça, c'est l'objectif de la RIS. Et c'est un objectif qui est partagé à la fois par les assureurs et également par la grande famille des distributeurs et des intermédiaires dans leur diversité. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Oui, donc ce n'est pas une sanction vis-à-vis d'une certaine manière de faire, c'est plus uniformiser quelque part la manière dont on propose des investissements quand on est intermédiaire en investissement quelque part. Exactement, sans oublier, ce que rappelait Nicolas, le principe du devoir de conseil, qui est quand même un principe qui a été réaffirmé en France quand même assez régulièrement par les autorités de tutelle et par la direction générale du Trésor. Et puis il y a tout un travail qui a été mené par la place. Il ne faut pas oublier que la RIS porte sur l'investissement de détail, donc l'épargne, l'assurance vie, les unités de compte. Il ne faut pas oublier que depuis plus de 2 ans, les assureurs et la CPR ont mené un travail de fond pour remettre à plat les frais et les rendements des unités de compte pour écarter ceux qui ne seraient pas totalement bénéfiques dans la durée aux assurés, aux clients. Un mot peut-être sur ce concept de value for money, où on avait l'impression que quelque part il fallait que le coût d'un produit corresponde à la performance du produit. Ça aussi, c'était quelque chose de nouveau, Nicolas Ducrot? Alors c'est vrai que selon l'endroit où l'on se plaçait, on pouvait avoir l'impression que finalement tout était réduit à une notion de coût. Oui. Ce qui est très bien pour le consommateur, mais sauf que si le coût est bas, au bout d'un moment, forcément le service qui est en face sera au niveau du coût bas. Et pour ça que la relecture qu'a pu en faire la rapporteure au niveau de la commission Econ, la rapporteure Stéphanie Yoncourtin, a été justement de remettre en cause, de reconsidérer cette notion coût et de remettre l'accent sur le conseil, puisque effectivement, vous faites bien de le rappeler, l'idée c'est de permettre aux épargnants européens d'investir davantage sur les marchés financiers et ils pourront investir qu'à partir du moment où ils auront des personnes face à eux en capacité de les épauler. Et donc tout ça, ça a aussi nécessairement un coût. C'est pour ça qu'il y a un rééquilibrage qui a été fait. Bien sûr. Et il faudra s'assurer maintenant, dans le cadre du trilogue, effectivement, on est encore cette vision qui soit assurée. Mais le sujet qu'on a maintenant, c'est que le trilogue, c'est très long. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. On n'est pas... on peut être peut-être... on peut voir passer une réforme ou un amendement qui serait un amendement de dernière minute. Voilà, c'est ça le vrai sujet. C'est qu'on ne voudrait pas que le travail de fond qui a été fourni soit réduit par une lecture un petit peu rapide du texte. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilant là-dessus. Et c'est bien aussi, on voit que le Conseil est renforcé parce qu'on voit réapparaître au niveau européen des valeurs qui nous sont chères à la Chambre, c'est notamment en matière de formation. Et on a vu réécrit parce que ça l'était déjà, les heures de formation qui vont rester à 15 heures de formation. On a pu voir des amendements autour de 45 heures, de 25 heures. 45 heures de formation, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Donc, voilà.
Et c'est d'autant plus intéressant, et ce sera peut-être la prochaine lecture au niveau européen, c'est que, par exemple, en France, désormais, les associations sont chargées de s'assurer au niveau de l'assurance que nos intermédiaires ont bien suivi leurs 15 heures de formation. Et ce qui est encore plus important, et c'est un vrai travail de fond pour nous... C'est dans le texte, Non, ça, on le fait déjà. On le fait déjà, Voilà. oui, c'est ça. Oui. Et le sujet, c'est qu'il faut qu'on aille s'assurer que le niveau de la formation soit équivalent au niveau du salarié, par exemple, ou du chef d'entreprise. Donc ça va très très loin en France déjà. Justement, en conclusion, Sébastien Acedo, alors vous l'avez déjà un petit peu mentionné, mais pour ceux qui ne seraient pas adhérents à une association, ceux qui voient ce texte arriver avec potentiellement pas mal de chamboulements, qu'est-ce que ça change concrètement si ce texte... Est-ce que déjà ça vaut le coup de se poser la question, ou de toute façon ça peut être remis en cause dans 6 mois et il faut attendre les différentes discussions que vous mentionniez tout à l'heure pour se poser la question, ou est-ce que concrètement on peut déjà se dire ça va durcir quand même les démarches administratives, le côté réglementaire. Oui, je pense qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal non plus. Je pense qu'il faut rester lucide. Il y a quand même encore une trajectoire qui est devant nous. Il y a différentes étapes de discussion. Donc on a le temps. On reste vigilant. On n'est pas à l'abri d'un amendement. Et il faudra aussi voir le travail de transposition dans le droit français, parce qu'une fois que le texte est adopté, il y a des normes techniques qui suivent. Il y a une phase de transposition qui va durer 2 ans. Donc d'ici là, on a encore le temps de voir passer un certain nombre de dispositions et d'aménagements. Pour autant, Arnaud le rappelait, Nicolas pardon, le rappelait, il y a des associations et elles sont là aussi pour accompagner les professionnels et vérifier qu'à différents moments de leur progression, ils respectent les différents jalons de la réglementation, en particulier de la formation, de l'accompagnement. Donc, du moment qu'on a ces associations qui sont là pour vérifier la compétence et vérifier qu'elles sont à jour de leurs obligations. Ça facilite. Ça facilite forcément les choses. Ce sont des interlocuteurs qui servent un peu de tampon entre une direction du Trésor, entre les autorités de tutelle. C'est toujours bon à prendre et c'est des conseils qui au quotidien sont précieux. Merci beaucoup, messieurs. Merci Sébastien Acedo. Merci Nicolas Ducrot de nous avoir décrypté un petit peu le sujet Retail Investment Strategy, même s'il reste encore beaucoup d'étapes. Merci en tout cas à tous les deux et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir cette émission, l'œil du CGP, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Léonard Cohen, le président de Ginger AM. Bonjour Léonard Cohen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous avez choisi aujourd'hui de marteler une fois encore les raisons pour lesquelles il faut privilégier l'investissement en actifs cotés, Léonard Cohen. Écoutez, mon métier, c'est donner un prix aux choses pour demain. En tant que président d'une société de gestion sur des actifs cotés, on se doit de fait de donner ce prix. Et ça, on pourrait avoir des conversations au café du commerce en disant c'est cher, c'est pas cher, etc. La difficulté ces dernières années aura été de savoir à quel moment investir sur les actifs cotés. Si je vous avais dit, il y a 5 ans, que l'on aura une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, que l'on aura une pandémie, que l'on aura une guerre en Ukraine, comme elle s'est passée et elle se passe sous nos yeux, que nous soyons confrontés à des événements atroces au Proche-Orient, auriez-vous pu imaginer d'avoir des actifs risqués, les actions, au plus haut? Même en le sachant, vous ne l'auriez pas fait, vous n'auriez pas investi. Oui, bien sûr. C'est ce que je veux simplement vous faire remarquer. Donner un prix aux choses, aujourd'hui, en fait, comme je disais, tout le monde peut définir son prix. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez Bloomberg, simplement, vous prenez les 40 valeurs du CAC 40, les analyses qui suivent ces 40 valeurs du CAC 40, eh bien, vous aurez, en pondérant du poids de ces valeurs dans le CAC 40, vous aurez un potentiel de 8,5%, en dépit de la hausse que l'on a connue. Bien sûr, oui. Il y a à peine 10 mois, en septembre, c'était 25. 25%. Et qui le voyait? Qui le croyait? Personne. Personne, ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde avait peur. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui sur les actifs cotés. Compte tenu de la volatilité, compte tenu des événements exogènes que nous vivons, la difficulté, c'est pas de définir un prix, c'est de rentrer dans les marchés. D'accord. Et ce que nous avons développé chez Ginger depuis près de... Alors, je travaille dessus depuis 25 ans et chez Ginger depuis que nous sommes créés, c'est justement d'apporter de nouveaux critères pour ne pas se faire embarquer. La seule chose qui a changé dans la transformation des marchés aujourd'hui, c'est qu'avec
l'implémentation de nouveaux produits, des produits structurés, avec les trackers, avec les différentes mécaniques de produits garantis et autres, vous avez de fait des investisseurs qui sont indirects sur les marchés. Ils investissent plus directement sur une action Carrefour, ils investissent sur le secteur de la distribution. Bien sûr. Oui. Ils investissent plus sur le marché, forcément, mais avec des garanties, ils ont des protections, des produits structurés et autres, qui mécaniquement sont répliqués en amenant des flux sur les marchés actions. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce qu'effectivement, vous avez cité un certain nombre d'événements économiques, ou en tout cas qui créent un contexte politique ou économique, dont on aurait pu attendre qu'ils aient un impact plus conséquent sur les marchés, mais ils ne l'ont pas eu. Est-ce il aurait fallu faire quoi? Regarder simplement la valorisation des actions et se cantonner à cela sans regarder le contexte? Non, absolument pas. C'est comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. La seule chose que l'on a aujourd'hui, c'est l'idée d'un verre, justement, que certains vont considérer comme à moitié vide, parce que trop de risques, trop de nervosité, trop de mouvements sur les marchés financiers. Et lorsque les investisseurs se rendent compte que le verre est en fin de compte à moitié plein, ils arrivent tous d'un coup. Ils arrivent tous d'un coup, mais D'accord. pas de façon directe, forcément. D'accord, oui. De façon indirecte, avec ces mécaniques de marché. Et c'est pour ça que c'est comme des élastiques qui se tendent sur les marchés et qui amènent dans le ressort qui se crée, eh bien, à des rebonds qui peuvent être d'une violence extrême. Ça veut dire que par rapport à tout ce que je vous citais tout à l'heure, il faut faire la différence entre des risques graves, dits systémiques, comme on a pu les connaître en 2008, en 2011, voire en 2000, et des risques épidermiques qui peuvent être générés par des événements extraordinairement graves, mais qui, en fin de compte, ne vont pas polluer la dynamique de croissance des résultats des entreprises, pas autant qu'on peut l'imaginer. Regardez en 2020 avec la pandémie, bien sûr, les subventions, les multiples subventions qui ont pu être générées par les gouvernements ont permis de stabiliser les bénéfices des entreprises, puis de relancer. Et là, ça veut dire qu'on voit l'illustration de des élastiques dont vous nous parliez, effectivement, cette chute des marchés donc au moment des premiers confinements et ce retour ensuite au moment de la réouverture des économies. Faire moins 40 au mois de mars 2020 et avoir un plus 60 6 mois après, ça s'est quasiment jamais vu. Ou alors c'est une erreur d'interprétation considérable. Et donc ce que nous voulons dire depuis des années, c'est qu'il est très difficile de faire du tactique dans des marchés comme cela, dans la construction nouvelle des marchés. Et plus les CGP, plus les conseils des investisseurs iront vers des produits complexes, annexes, plus ça générera ce genre de mécaniques qui peuvent être d'une violence extrême. Et donc la priorité, c'est de faire la différence entre le risque épidermique et le risque systémique. C'est ce que nous cherchons à faire chez Ginger. Merci beaucoup, Léonard Cohen, de nous avoir accompagnés donc, dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes le président de Ginger AM. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart. Merci beaucoup.